il faut être capable de trouver le bon curseur sur ce type d'implémentation et savoir la faire, sinon c'est tout le contraire qu'on va créer. Mais c'est là où je trouve le TDD t'aide à dire ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça ou est-ce que je fais juste quelque chose qui est pragmatique et qui m'apporte vraiment de la plus-value. Beaucoup de personnes sont familières avec ça, mais quand on parle du use case, on parle de quoi? J'ai essayé de penser en dehors de React. Et c'est là en fait où les tests deviennent compliqués et c'est là où on teste pas. Ouais. C'est là où on teste plus. Bienvenue dans CTO in Shape, le podcast qui vous amène à la rencontre des esprits les plus brillants du monde tech. Je suis Mathieu Calaoui et chaque épisode est une invitation à explorer les idées et les innovations qui façonnent notre avenir. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de CTO in Shape Technical. Technical parce qu'on va mettre les mains dedans. On reçoit David Robert. Salut David. Salut Mathieu. Aujourd'hui, on parle Clean Archi, mais Clean Archi dans le front. C'est un peu spécial, on va mettre les mains dedans. L'objectif de ce live coding, de ce podcast, je ne sais plus si on peut appeler ça vraiment un podcast, c'est plus devenu un média maintenant, c'est de pouvoir venir démystifier la clean architecture dans le front. Ok. Et je pense que c'est vraiment une très très bonne introduction pour les personnes qui ont entendu parler, ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est une très bonne introduction. Et puis voilà. D'accord. Je vous présente rapidement, en fait. Je ne vais pas présenter David, mais je vais vous dire un peu comment on s'est connus, parce que ça peut être intéressant. On va storyteller ça un peu. En fait, David, alors, on s'est connus suite à un post qu'il avait fait sur LinkedIn, qui avait fait énormément réagir, où il présentait en fait un diagramme. C'était un diagramme, c'était un schéma. Ouais. Un schéma où il présentait un peu comment il s'organisait pour développer ses applications front. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et ce qui m'a en fait surtout marqué, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui trouvaient son idée cool, mais qui avaient beaucoup de mal à matérialiser en fait ce qu'ils voulaient faire. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, qui sont en mesure d'implémenter ou d'avoir le geste pour pouvoir mettre ce type d'architecture en production. Donc David, je vais te laisser te présenter, si tu veux bien. À toi la parole. Eh bien, moi je suis David Robert, donc j'habite au Ferré. Je suis dev depuis une dizaine d'années maintenant, à peu près, et formateur également depuis 10 ans. Alors, je suis issu d'un parcours un peu atypique. J'étais EduxP à la base. Après, EduxP, c'est quoi ? Éducateur spécialisé. Ok, éducateur spécialisé, ok. Donc mon diplôme qui ne sert plus à rien, quasiment. Et après, j'ai bossé un peu dans la musique. Et maintenant, ça fait 10 ans que je suis dans le dev. Je me suis lancé directement dans l'aspect un petit peu formation, qui m'aide vachement, tu vois, à asseoir mes connaissances et à me pousser pour apprendre de nouveaux trucs. Donc voilà, et sur le dev, aujourd'hui, je suis plutôt spécialisé sur la partie... on va dire qualité architecture, en tout cas c'est la partie que je préfère, celle que j'essaie de pousser. Ok. En freelance, et je bossais pas avant pour des boîtes, mais maintenant 100% freelance avec la partie cours. D'accord, ok. Ça fait combien de temps que tu es en freelance ? 10 ans que j'ai commencé en freelance. Ok. Après je suis parti en CDI, 8 ans. Ok. Je suis repassé en freelance, re-CDI, et là maintenant re-freelance depuis, on va dire, une petite année, un peu plus. D'accord, ok. Super cool. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu t'es intéressé à cette architecture ? Est-ce que tu avais un passif, tu avais utilisé cette architecture-là dans un autre contexte à un moment donné ? Ouais. Comment tu t'es dit, ok, je vais mettre la clean archi côté front ? Alors, disclaimer, moi je suis à la base quelqu'un qui suis assez dubitatif sur l'implémentation de la clean archi côté front. Ça, il faut le savoir. Donc, ça ne veut pas dire que je l'ai jamais fait. J'ai même fait une présentation il n'y a pas très longtemps qui montrait un peu comment une manière d'implémenter la clean archi dans le front, mais je reste quand même assez dubitatif sur l'usage dans tous les contextes. Mais on pourra en reparler un peu plus tard. Est-ce que je vais te laisser répondre déjà, savoir un petit peu comment tu as fait qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce type d'archi ? Je pense comme beaucoup de monde au départ, c'était sur le bac. Donc moi j'ai commencé à développer, puis je me suis intéressé à la clean archi côté bac, avec donc tout ce que ça amène, etc. Et petit à petit, j'ai essayé de voir le front non plus comme juste un outil où on utilise React, mais j'ai essayé de penser, ok, est-ce que je peux penser en dehors de React ? Pas forcément que j'ai besoin de me découpler de React ou quoi, et passer mon React sur un Vue ou autre chose, mais juste, ok, comment est-ce que je peux développer mon application front en ayant vraiment un modèle qui sort de l'utilisation pure et dure de React. Et du coup, forcément, ça amène ça à une réflexion sur la clean architecture. Comment est-ce que je peux goupiller ça ? Et ce que je voulais aussi, surtout, c'est pouvoir tester mon application. Parce que moi, j'avais l'habitude
un peu comme tout le monde, tu vois, dans React, on crée des states locaux, puis finalement on se dit on en a besoin à plusieurs endroits, donc on utilise le contexte, on utilise X ou Y API de state, enfin lib de state. On peut pas vraiment tester sans mettre les mains dans le cambouis avec React, sans mélanger avec React. Et moi, je voulais essayer vraiment de trouver une manière de me dire, ok, si je bouge des trucs dans ma logique métier, je veux pouvoir le tester, je veux pouvoir savoir ce qui a pété. Et finalement, lui, c'est un petit peu quelque chose qui est presque indépendant de ça, qui vient juste consommer ma logique. Au même titre qu'un primary adapteur côté back, quoi. Ouais, un petit peu, ouais. Ok, ça marche. Ouais. On va utiliser des mots un peu barbares comme ça, mais ça vous laissera aussi l'opportunité pour ceux qui connaissent pas d'aller chercher un peu de vocabulaire ou de jargon sur Internet, ou mettez des commentaires ou en dessous de la vidéo, venez nous voir aussi sur LinkedIn, c'est faisable. L'objectif de cette vidéo-là, c'est aussi de faire en sorte que vous appreniez, qu'on apprend. Donc on essaie de niveler vers le haut. On essaie de faire en sorte que ça reste accessible pour un maximum de personnes. Mais voilà. Mais trop cool. Trop cool. Ce que je te propose maintenant, c'est que est-ce qu'on pourrait commencer du schéma, ça serait marrant de commencer du schéma que tu avais mis sur LinkedIn, qui avait cartonné. Alors il a un peu évolué. Il a un peu évolué. Il sera sûrement encore différent dans 3, 4 mois, 1 an, 2 ans. Ok. Parce qu'entre-temps, je me suis dit, finalement, ça, je le ferai plus comme ça je le modélise plus comme ça. Donc forcément, c'est une pratique qui évolue tout le temps. Hyper intéressant. Et il ressemble à ça. Alors j'espère qu'il n'est pas trop flou, parce que le schéma de base, il n'est peut-être pas... Alors surtout, pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce type de schéma-là, ne soyez surtout pas impressionnés. On va prendre tout le temps qu'il faut pour que, à la fin de cette vidéo-là, vous ayez tout compris. Et en plus, David, il a fait un repo, il vous en parlera ensuite. Vous trouverez toute la documentation avec le repo. Vous pourrez vraiment mettre les mains dedans. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo-là. Alors, ce que je te propose, c'est que on essaie de faire comprendre. On peut partir d'ici et essayer d'expliquer un peu c'est quoi l'objectif, le pourquoi de la cleanarchy. Ouais, carrément. Comme je disais, moi, l'idée, c'était d'essayer de me séparer de mon UI. Donc, ce que je voulais, c'est que React serve à un petit peu ce à quoi il était fabriqué à la base, c'est-à-dire une lib d'UI, et pas une lib où on gère toute la logique, etc. Et j'ai eu ce déclic, alors pour être franc, quand j'ai commencé à voir la cleanarchy, etc., j'étais sur LinkedIn, et il y a des mecs que tu connais... balance des noms. Forcément, qui m'ont fait un petit peu avoir ce déclic en suivant leur post Facebook, leur post LinkedIn, donc évidemment Michael Azerad, t'avais Pierre Krulanski, ouais. J'espère que j'allais dire l'écorche aussi. J'espère que j'écorche pas tout le monde, Pierre. Anthony Cyril, etc. Donc des gars que je suivais sur LinkedIn qui me connaissaient pas, mais qui m'ont fait un petit peu prendre conscience de certains trucs. Exactement, ok. Donc voilà, moi je suis pas expert forcément Redux, je suis pas expert comme eux sur certains domaines, mais ça m'a donné envie de faire ça, et du coup maintenant il y a plein de trucs que je visualise différemment et qui me font penser que ce que j'ai actuellement, ce que j'ai développé côté front, ça tient la route et ça fait sens. Et ça fait grave sens. Ouais. C'est parti en prod ou pas? C'est pas parti en prod. C'est pas parti en prod encore. Ok, mais ça va partir en prod. Ça va partir. J'avais déjà fait de la clean architecture qui était partie en front côté front, mais sans Redux. Je trouvais qu'elle avait moins de sens. Ok, d'accord, ça marche. Moi, je l'ai découvert, c'était... Oui, j'en avais entendu parler pas mal de test-driven development, etc. par ces personnes-là, effectivement, que je connais assez bien. Moi, c'était par Jean-Baptiste Musso. Chez Evrig, qui a fait pas mal de posts à l'époque. D'ailleurs, vous pouvez voir ici le petit Evrig, là, petit moment de publicité. Allez, je glisse ça. Mais oui, effectivement, pour vraie histoire, j'avais découvert ça il y a peut-être... c'était genre il y a 6 ans. 6 ans, il parlait de clean architecture dans le front. Je disais, mais de quoi il parle, lui? Il n'a pas compris ou quoi? Comment ça fonctionne React? Et finalement, j'en suis revenu à me dire que c'est pas si bête que ça. Ouais, quand tu mets les mains dedans, au bout d'un moment, tu dis... En fait, je pensais que c'était méga overkill, etc. Exactement. Et quand tu vois que tu peux tout bouger, que tu testes tout, il y a un truc qui, au niveau de mon cerveau, ça fait un déclic et je fais, ah ouais, putain, c'est quand même vachement plus simple mentalement. Il y a plus de code, mais mentalement, il y a moins de charge cognitive que si j'avais tous mes stakes qui étaient partagés, provider, pas provider, des services par-ci par-là, des goûts dans tous les sens. Au niveau du schéma mental, je trouve que c'est impossible à visualiser. Ok. Donc moi, là, le fait de faire de la cleanarchy et avec Redux, ça me permet de bien compartimenter mes features, de me dire, ok, je m'en fous de lui, je code ça un peu comme du back finalement, et après, je viens juste plugger mon UI. Et ça, franchement, c'est grave, ça me fait du bien mentalement. Ça te fait du bien. Ouais. Ok. Mais écoutez, let's go, on peut commencer à commencer à se pencher sur le schéma. Et je te laisse, David, introduire un petit peu ce schéma-là, et je te poserai des questions au fur et à mesure pour essayer de peut-être poser des questions que les auditeurs ou ceux qui nous regardent se poseraient peut-être. Ouais, ou que moi-même, je me poserais. Ouais. Ça, c'est un schéma un peu classique de la clean architecture. C'est un peu la sorte de cible qu'on voit souvent dans la clean architecture, donc les dépendances qui vont de l'extérieur vers l'intérieur. Et sur les couches extérieures, on va avoir tout ce qui est UI,
Donc la libre React, mais ça pourrait être Angular, ça pourrait être Vue, ça pourrait être même du HTML, JS, n'importe finalement. Et l'infrastructure. C'est ce qu'on appelait, lui, là, pour le coup, c'est le primary adapter. Exactement. Ok. Pour éclairer un peu le primary adapter, c'est celui qui va passer un peu l'input utilisateur. C'est un peu. Voilà. Ouais, ça va être la partie vraiment visuelle pour l'utilisateur, quoi. Voilà, c'est ça. Et la partie infra, finalement, qui va représenter. Ici, ça va plutôt être l'accès aux données, base de données, etc. Dans la clean architecture classique, les libs utilisés, tout ce qui peut être mouvant avec le temps. Ok. Dans l'idée. Je vulgarise un petit peu. Et donc, on a lui, la partie React qui est ici avec les composants et éventuellement les hooks. D'accord, tout ce qui appartient à React, quoi. Exactement. Tout ce qui est du monde de React. Okay. Ouais. Mais là, on parle de React, mais on pourrait très bien parler de Vue, de Svelte, de Solid. Carrément. C'est ça que j'ai trouvé cool d'ailleurs dans ton implémentation, c'est que c'est vraiment, t'as pas besoin du tooling du framework pour pouvoir faire ce type d'implémentation. J'ai trouvé ça hyper cool. Mais ouais, c'est important de dire, voilà, on utilise React là, mais c'est valable pour toute autre lib UI. Ouais, carrément. Enfin, dans la mesure où on peut utiliser Redux, mais vu que Redux est censé être agnostique, alors je t'avoue, je l'ai pas utilisé en Angular ni rien, mais de ce que j'en sais, de ce que j'en vois, en tous les cas, ça se goupille bien, parce que c'est juste une lib.js avec... et donc, il ne devrait pas y avoir de souci. Côté infrastructure, donc on va retrouver généralement les repositories, c'est-à-dire la couche d'accès aux données, qui sont dans la couche infrastructure pour pouvoir éventuellement faire des mocks de ça pour pouvoir tester. Et ensuite, les deux parties intérieures, donc ça va être l'hexagone, ce qu'on appelle, ça va être plutôt la couche application, c'est-à-dire finalement les use cases, les cas d'usage. Si dans mon application, je veux pouvoir faire une création d'un élément, une suppression, etc., c'est mes cas d'usage. Ça va être mes fonctionnalités. Ok, on parle des use cases. Exactement. Ok, ça marche. Et enfin, la couche intérieure qui va être la couche domaine, donc là, qui va être modélisée finalement... quels sont les types de données sur lesquels je travaille, etc. Ok. Grosso modo, c'est la représentation de ce que fait mon business. D'accord, ok, ça marche. Juste petite parenthèse, ce qui est important aussi de souligner ici, c'est que c'est une implémentation. Ouais. Certains qu'il doit y avoir d'autres implémentations de la CleanArchi. Moi, j'en avais fait une autre. J'en ai découvert une nouvelle en regardant ce que tu as fait. Mais je sais certainement qu'il y en a d'autres. N'hésitez pas, pareil dans les commentaires de la vidéo, ou bien venir nous voir sur LinkedIn, pareil, et créer des topics autour de ça. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, c'est une implémentation, il y a certainement d'autres façons de faire. Voilà. Ouais, carrément, je pense qu'il y a une implémentation par dev. Ouais, parce que ça, en réalité. Chacun prêche sa paroisse. Et donc, dans ma couche application et ma couche domaine, c'est vraiment mes cas d'usage, on a dit. Et tout ça doit être décorrélé de React. Enfin, en tout cas pour moi. Pour que mon cerveau fonctionne bien, ça doit être décorrélé de React. Ok. Du coup, dans l'idée, il va y avoir les composants qui vont appeler ici mon use case. Donc, on va pas parler de Redux encore, de Redux 5, etc. Et ce que j'aime bien en utilisant Redux plus React, c'est que ça nous permet de faire un petit peu d'événementiel, donc une architecture orientée événement. Ce qui fait que mes use cases, qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire mes appels. Par exemple, si je veux créer un exercice, il va faire l'appel pour créer l'exercice de manière effective dans mon back-end, et il va balancer des événements. C'est-à-dire qu'il va me dire, OK, avant la création de l'exercice, mon application, elle est dans tel état. OK. Après la création de l'exercice, elle est dans tel état. Si ça foire, elle est dans tel état. Si ça a réussi, qu'est-ce que je veux faire après? Ok, c'est un peu la représentation du state machine presque. Ouais, carrément, c'est exactement ça. Ok. Pareil, est-ce que tu peux peut-être juste expliquer un peu ce que c'est l'événementiel, comment ce concept-là avec Redux? Je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou peut-être plus tard, quand on va être parce que là ça peut être un peu abstrait. Ouais, carrément. Peut-être on pourra en parler peut-être un peu plus tard. Ouais, on peut, comme tu veux. On peut peut-être en parler plus tard vite fait. Okay. Ouais, quoi. Moi ça me va. Et du coup, donc mes use cases, ils dispatchent des événements, c'est-à-dire il vient de se passer ça. Ok. Et en fait, mon système va réagir. Donc mon système va réagir, ok. S'il vient de se passer un début de création d'exercice, dans ce cas-là, je vais modifier mon état d'application pour dire la création d'exercice, elle est en chargement. D'accord. Donc du primary adapter, on a une action, ouais. Ok, qui dispatche un événement. Ouais. Ton système écoute, ouais. Et il va réagir en état. Il va réagir dans l'état qui doit être. Ouais, il va modifier mon état. D'accord, ok. Et la dernière partie, c'est finalement mon UI, elle va réagir à cette modification d'état. Ok, ça marche. Comme ça, lui, elle fait que consommer finalement les parties internes, c'est-à-dire, ok, il s'est passé ça a modifié le state. Enfin, lui, il est même pas conscient. Enfin, mon UI n'est même pas conscient qu'il s'est passé ça. Okay. En tout cas, il sait que le state a été modifié. Qui dit state modifié, il réagit. Exactement dit, forcément interface client mise à jour. Ok,
ça marche. Top. Donc voilà. Et juste pour info, dans la clean architecture, généralement, on essaie d'abstraire toute la partie domaine et applicatif des librairies pour pouvoir faire les mises à jour facilement, pour pouvoir les moquer si besoin et ça. Dans ce cas-là, c'est un choix un peu pragmatique. Redux est complètement couplé à mon domaine et à mon application. Donc c'est-à-dire que mon hexagone, il est découplé de React, mais par contre, il est fortement couplé à Redux. Ok, ça c'est un choix. Ouais. Et on va pouvoir peut-être concrètement plus le voir dans le code juste après. Ouais, carrément. Qui va nous donner beaucoup plus la capacité en fait à matérialiser ce que tu nous dis là. Ouais, ok. Ok, carrément. Et voir les implications surtout. Ouais. Ok, hyper intéressant. Est-ce qu'on pourrait passer à l'étape suivante? Ce serait peut-être pour donner un peu de contexte à ceux qui nous regardent, parler de ce que fait l'application qu'on va reverse engineer aujourd'hui. Ouais. Nous dire un petit peu ce qu'elle fait et l'objectif, c'est vraiment un prétexte pour pouvoir en fait se réunir autour de ce concept-là, cette application-là. Donc, j'ai demandé à David qu'il fasse une application plutôt simple. Donc voilà, et pour que ça mette en avant le sujet principal qui est l'architecture pour le coup. Yes. L'application que j'ai créée, alors à la base je ne l'avais pas créée pour faire un petit peu un showcase de ça, mais je m'en suis servi un petit peu de terrain d'expérimentation. Donc c'est une application pour le sport qui permet un petit peu comme les applis qui existent pour suivre tes entraînements, rajouter des exercices, etc., faire des stats, etc. Donc dans l'idée c'était à la base de faire une application mobile pour faire du sport. Ok. Et la distribuer en open source aux gens qui en ont besoin. C'est un besoin propre, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et puis, comme toute application qu'on crée soi-même, je m'en suis servi vraiment comme base de jeu. Et du coup, ça fait 6 mois que je bosse dessus quasiment, ou enfin, en tout cas, je la modifie et elle n'a toujours pas vu le jour. Parce que finalement, je m'amuse trop à faire des tests dessus. Pour ça, donc, ouais, c'est une application de suivi de sport, c'est une application React Native. Je voulais aussi, moi, bosser le sujet React Native parce que c'est pas un sujet que je maîtrise forcément. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien mettre React Native de manière un peu plus poussée que ce que j'avais fait par le passé. Ok, c'était l'occasion pour toi de mettre les mains dedans. Ouais, un peu plus. Ok. Je connais, je sais en faire, etc. Mais je voulais vraiment faire un truc à moi pour le faire évoluer et puis pour voir un petit peu les évolutions de React Native. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de features. Ok. Ok, trop cool. Est-ce que tu veux qu'on passe peut-être sur ce que j'ai te proposé, c'est que normalement, il me semble que tu avais un diagramme de flux. Ouais. Un diagramme de flux, il me semble. De flux ou le state machine, tu parles? Peut-être on pourrait. Je sais pas si on commence par le state machine ou peut-être le diagramme de flux, juste pour faire le mapping. Tu penses que c'est quoi le meilleur point d'entrée? On peut peut-être parler du diagramme de flux vu qu'il est, il est un peu moins. Enfin, il n'est pas technique. Ok. En tout cas. En gros, ouais, moi, la clean architecture avec React et en utilisant Redux, ce qu'elle me permet vraiment, c'est de sortir l'aspect state qui est géré un petit peu nativement par React. Tu veux qu'on commence par la state machine, quoi? Ouais. Ok, d'accord, ça marche. Pardon. Ok, non, il n'y a pas de problème, c'est parti, let's go. Je suis parti à fond. Let's go, c'est parti. C'est parti. Donc, ouais, mon state machine, il me permet de visualiser un petit peu les états de mon application et les transitions que je vais avoir. Ok. Un peu comme, tu vois, j'avais vu un talk du mec qui a créé Mobix et qui parlait en exemple des feux rouges. Donc, tu vois, les feux rouges, ils ont un état vert, l'état d'après, ça peut être rouge, l'état d'après, ça peut être orange, et tu as des états et des transitions qui sont interdites, d'autres qui sont obligatoires. Ok. Du coup, ça te permet de voir tous les états finalement dans lesquels ton application peut être. Ok. Donc, on imagine sur une création d'exercice, j'ai un état où j'ai pas d'exercice créé, je crée mon exercice, en tout cas, je fais la demande de création, ça peut être en chargement. Ça peut échouer, ça peut réussir. Si ça réussit, qu'est-ce que ça induit, tu vois, au niveau des états suivants? Ok. Ça induit, si j'ai créé un exercice, normalement, ça veut dire que si un composant qui affiche ma liste, il doit rajouter cet exercice dans la liste. D'accord. Donc pour toi, l'objectif, c'est de pouvoir extraire cette logique de state machine, et de pouvoir en fait la développer ou de pouvoir la tester facilement. Exactement. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de me dire... Ça, c'est pas React en fait. Moi, j'ai vraiment besoin de savoir si je prends mon téléphone pour créer un exercice avec un mec qui est à l'autre bout du téléphone, qu'est-ce que je dois lui dire et quelles infos il peut me refiler derrière. D'accord, ok. Donc, ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'en fait, tu as ton IHM qui peut être React ou un client. Finalement, ça aurait pu être un CLI, d'accord, qui va consommer en fait ton domaine, ton corps domaine, mais représenté à travers le state machine. Ouais, ça vit modélisé en tout cas. Modélisé en tout cas à travers la state machine. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Est-ce que
tu penses qu'on pourrait mapper ça avec le code, on pourrait passer à cette étape-là, ou tu préfères qu'on passe sur... ou tu as un autre sujet sur ça? On pourrait passer peut-être sur le diagramme de flux. Diagramme de flux, plutôt. Donc, tu parles de... Hop. Celui-là, plutôt. Exactement, c'est celui-ci. Il peut faire un peu peur, celui-là. Ouais, n'ayez pas peur, on va le... on va le... Il y a un peu de jargon propre à la librairie Redux aussi. Mais on va, quoique, pas tellement en fait. Un petit peu. Pas tellement. Dispatch à un moment, c'est pas tellement. Non, pas tellement. Pas tellement. Et on va essayer de mapper ça avec ce qu'on a dans le code, si ça te va. Ok. Je te laisse introduire, commencer par ce qui te semble être le plus, peut-être le plus intuitif, peut-être passer par la partie IHM, la partie rouge, React Component. Ok. Et essayer de remonter. Ouais, ok. Si ça te va. Ouais. Sachant que c'est celle que je développe quasiment en dernier, mais on peut non, si tu penses que on l'a fait en dernier, on peut commencer par ce qui te semble être le plus pertinent. Ouais, parce que moi, du coup, quand je développe, tu vois, je me dis, je le laisse à la fin, parce que comme ça me permet de mettre mon cerveau uniquement sur la partie vraiment logique et business. D'accord, ça me va très bien. Mais bon, je pense qu'il y a d'autres manières de fonctionner, bien sûr. Donc, on imagine ici un use case qui est créer un exercice, supprimer un exercice, lister l'exercice, j'en sais rien. Quand tu parles de use case, juste pour essayer de mettre... de mettre une signification derrière ce terme-là pour ceux qui ne sont pas familiers, certainement qu'il y a la majorité des personnes, enfin, beaucoup de personnes sont familières avec ça, mais quand on parle de use case, on parle de quoi? De fonctionnalités un petit peu attendues, tu vois, c'est lié à un scénario, ça peut être lié à une user story, en gros, c'est fonctionnalité, quoi. Ouais, ok, voilà. Un besoin métier. Un besoin métier, voilà. Donc un use case, c'est une fonctionnalité, ça pourrait être équivalent. J'ai pas tellement envie de faire d'analogie avec le back, en fait. Je préfère qu'on reste dans le front. J'ai pas envie de faire cette analogie-là parce que c'est différent et j'ai pas envie de prendre le back comme point de vérité. C'est parce que ça peut ramener des biais derrière. Donc le use case, c'est une fonctionnalité, c'est un point d'entrée pour trigger une fonctionnalité. Ouais, carrément. Donc là, le use case, donc la fonctionnalité attendue, ça va être du coup, mon nom de fichier, ça sera créer un exercice, par exemple, si je regarde dans mon code, quand je vais dans on parlera après des modules, etc., mais quand je vais dans mon code, sur mon create exercice, je vais avoir mon use case, qui est créer un exercice. Ok. Parlant. Okay. Donc ça, c'est mon use case qui va être appelé du coup par React. Ok. Au subit d'un formulaire. Mon use case, du coup, il va gérer ma fonctionnalité. Mais il pourrait très bien être appelé par un CLI ou par autre chose, oui, en fait, finalement. Ouais. Là, il pourrait être appelé par n'importe quel primary adapter qui voudrait juste consommer, en fait, qui voudrait créer un exercice, quoi. Ouais, carrément. Ok. Ouais, il est appelé par mes tests, il est appelé en gros, il est vraiment indépendant de lui. Ok, en plus, c'est vrai qu'on a le client de test, effectivement. Ouais. Ok. Donc, j'ai mon create exercice use case, ok, et lui, je vais faire le lien ici, lui, son but, ça va être de gérer les états qui sont ici. Donc, ça va être de dire, ok, qu'est-ce qui se passe quand je démarre une création d'exercice au niveau de mon état? Ok. Donc, par exemple, avant la création... Juste la représentation de la state machine que tu as là devant nous, c'est juste pour le use case create exercice. Exactement. Ok, je fais juste pour que ceux qui nous regardent fassent le mapping entre ce que tu nous as montré dans le code et ce que tu es en train de nous montrer là. Donc, c'est typalement du 1-1, quoi. C'est purement un mapping. Ok. Ouais, carrément. Ce que je fais en général, c'est que je développe d'abord ce schéma-là avant de développer mes tests et mon use case derrière. D'accord. Ça me permet de visualiser qu'est-ce que j'ai besoin de faire finalement. Ok, hyper intéressant. Donc, j'ai mon use case qui va devoir gérer tous ces états et qui va devoir faire du coup ce qu'il a besoin de faire, c'est-à-dire créer un exercice. Donc, si on regarde ici, la création de l'exercice, elle se fait ici. Donc, j'ai je vais peut-être zoomer un petit peu. J'ai mon repository, un repository qui va être l'accès aux données. Donc là, ça va être plutôt de l'appel sur une API sur le réel, mais ça peut être n'importe quoi qui va accéder aux données. Local storage, mémoire, ce que tu veux. D'accord, ok, ça marche. Tout ce qui pourrait... Là, on parle de atteindre les secondary adapters, finalement. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça, c'est venir atteindre la partie secondaire, toute la partie détail d'implémentation infra. Ok, infrastructure qui peut changer, qui peut... ok, ça marche. Et qui a besoin d'être éventuellement moqué. Ok. Carrément. Donc là, j'ai vraiment l'appel de mon repo. Et ensuite, en fonction de mon appel de repository de ma création, je vais dispatcher des événements. C'est-à-dire que je vais balancer des événements. Tiens, il s'est passé ça, tiens, il s'est passé ça, tiens, il s'est passé ça. Donc si on regarde sur mon diagramme ici, mon use case, il vient bien dispatcher des événements. Ok. Donc par exemple ici, quand j'appelle mon use case au tout début, il vient envoyer un événement, la création de l'exercice a démarré. Ok. Ce qui correspond ici, la création de l'exercice a démarré. Donc on est d'accord que quand tu fais un dispatch, ça envoie un event. Ouais. Ça balance un event, il te dit voilà ce qui vient de se passer et tu préviens ton système.
Mais ce que tu disais en off la dernière fois, c'est une bouteille à la mer, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est-à-dire, il s'est passé ça, je m'en fous de savoir qui c'est qui réagit, enfin, je m'en fous. C'est pas, lui, il gère pas ce que ça induit au niveau du state derrière, il dit juste, il vient de se passer ça. Ok, ça marche. Donc, mon use case, il dit, il vient de se passer ça. Ensuite, éventuellement, je fais de la validation. Même si, tu vois, sur la validation, je gère plutôt mon bac. C'est plutôt mon bac, généralement, qui est un peu ma source de vérité sur la validation. Ok. Des invariants et tout ça. Mais souvent, dans le fond, on a quand même besoin de faire de la validation un petit peu rapide sur le formulaire et tout ça. D'accord, ok, ça marche. Juste pour éclaircir la notion de dispatch. Dispatch, c'est une méthode fournie par Library Redux. Exactement, ouais. Là, dans ce cas-là. Et en fait, c'est en gros la fonction qui va permettre de venir en fait balancer l'event au store Redux. Qui va d'abord traverser les réduceurs et ensuite venir mettre à jour le store Redux. C'est exactement ça. Ok. Ouais, comme je l'ai pas dit, effectivement, mon use case, je l'ai dit tout à l'heure, mais il est couplé à Redux. Ok. Mon use case, j'avais fait le choix à un moment de séparer, de dire, OK, il y a la partie Redux qui appelle mon use case de manière séparée. C'était découplé, mais je voyais moins l'intérêt, tu vois. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est là où, tu vois, où à la base, moi j'étais quand même assez mitigé sur ce type d'implémentation de CleanArchi côté front, c'est qu'en fait, où est la limite de la complexité induite par ce type d'architecture par rapport à la valeur générée derrière. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est très subjectif, parce que si tu maîtrises très bien le sujet, bah forcément, la complexité, elle a tendance à réduire. La valeur, elle peut rester identique ou même meilleur, ça dépend le contexte, l'organisation. Mais voilà, c'est des architectures qu'il faut... c'est pas une silver bullet, en fait, comme beaucoup de personnes veulent le vendre. C'est hyper intéressant, ça résout plein de problèmes pour des personnes qui maîtrisent. Je trouve que c'est hyper intéressant sur des projets avec un peu de complexité. On se retrouve facilement avec des projets avec un peu de complexité en vérité. Mais ok, hyper intéressant de souligner ça. Ouais, quand tu dis ça soulève forcément de la complexité. En fait, surtout, ça la matérialise. Parce que dans tous les cas, quand il y a plein de gens qui disent non, le front c'est simple, les applications front c'est simple. Non, en fait, c'est grave compliqué, les applications front. Il y a vachement de logique, il y a vachement de transition, d'état, etc. Et on se dit c'est simple parce qu'on met tout dans React et on développe ça rapidement, il n'y a pas beaucoup de code et c'est géré. Mais en fait, la complexité, elle est juste cachée. Et du coup, après, quand on vient remettre les mains dans le cambouis, quand on vient essayer de tester ça, quand on vient essayer de le modéliser, c'est quasiment impossible. Oui, il y a deux sujets. Il y a plus ça va et plus le front aujourd'hui a une certaine responsabilité. Ouais. Et ensuite, là où je vois un intérêt, c'est quand même on vient quand même séparer les composants très volatiles comme le CSS, le HTML, à des composants beaucoup plus stables qui sont des règles métiers finalement. Ouais, carrément. Et c'est là où ça devient hyper puissant. Et la deuxième chose, c'est surtout cette capacité à pouvoir tester ton domaine, enfin, je vais dire ton domaine côté front, je sais pas si je veux dire ça, mais en tout cas ça c'est ton domaine côté front, en tout cas ton métier côté front de manière agnostique à ces détails qui sont très volatiles, quoi, comme le CSS et le HTML. Carrément. Mais trop cool. Je te laisse poursuivre. Ouais. On était à la validation, tu dis, un petit peu de validation, ligne 27. Ouais, j'en ai fait ici un petit peu, même si, comme je disais, ça va être plutôt mon bac qui va gérer toutes ces histoires d'invariants et de ça. Alors, j'ai vu des implémentations de la clean architecture côté front où les gars utilisaient un peu les patterns tactiques du DDD côté front aussi, donc avec des vraies entités, des constructeurs, etc. C'est tentant. Hein. J'avais essayé de le faire. C'est tentant. Ah, voilà, tu peux confesse-toi, mon fils. Repentis-toi. Non, j'avais essayé de le faire au départ et j'étais là, mais c'est quoi cette usine à gaz que j'ai créée, quoi? Bah, j'avais eu, en fait, tu vois ce que tu me dis, c'est hyper intéressant parce que j'avais également, tu sais, il y a quelques années, je crois il y a 3 à 4 ans, j'avais fait une implémentation et j'avais balancé le repo sur LinkedIn et c'était Sébastien Lorbert de React Hebdo, tu vois, qui est quand même... qui sait de quoi il parle quand même, tu vois, un petit peu. Qui est venu me voir et qui m'a dit, ouais, j'aime pas ce que t'as fait dans le repo. Genre comme ça, il m'a dit, ouais, j'aime pas ce que t'as fait dans le repo. Pas méchamment, hein, mais il m'a dit ce que t'as fait dans le repo, j'aime pas. Puis j'ai pas compris sur le moment et j'étais parti vraiment assez loin, en fait, moi, sur la première implémentation et c'était un peu ça. Et donc, pareil, je me confesse, tu vois, j'étais parti très loin et surtout que je l'avais mal faite. Et j'ai mis du temps avant de comprendre qu'en fait, finalement, il faut être capable de trouver le bon curseur sur ce type d'implémentation et savoir la faire, sinon c'est tout le contraire qu'on va créer et on va créer que des problèmes. Ouais, carrément. C'est hyper dur mais c'est là où je trouve le TDD t'aide à dire, ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça? Ou est-ce que c'est juste de l'esbrouf, quoi? En gros, j'essaie de mettre des trucs dans mon application parce que ça me fait du bien de la complexifier et tout ça mentalement. Ou est-ce que je fais juste quelque chose qui est pragmatique et qui m'apporte vraiment de la plus-value? Je suis d'accord. C'est hyper dur de trouver parfois, parce qu'on dit, ouais, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et au bout d'un moment, tu dis, ouais, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. J'ai un code qui est illisible, j'ai un code qui est hyper compliqué.
et j'ai aucune plus-value, quoi. Ouais, c'est ça, c'est penser valeur. Je suis d'accord. Si on peut continuer. Ouais, donc j'ai mon dispatch, ma validation, ok. Si jamais ma validation elle a foiré pour X ou Y raison, B, je vais balancer un événement pour dire, ok, la création de l'exercice, elle a échoué. Ok. Et là, mon système va réagir et modifier mon state en fonction. J'ai ma création effective. Potentiellement, mon back-end ou mon in-memory ou quoi, il va renvoyer une erreur, ou potentiellement, il va réussir. Ok. Et là, je dis, ok, je fais un try-catch. J'ai pas de la librairie Effect. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Vous voyez, Effect, je crois sur l'ordinateur, mais Promis, je m'y mets un jour. Et du coup, là, j'ai mon événement, ok, ça a été créé. Ok. Et c'est là où je me dis, bon, ben, qu'est-ce que je veux qu'il se passe après que mon exercice a été créé? Parce que finalement, mon use case, il gère la création de l'exercice, mais il appelle pas un autre use case, parce qu'un use case ne peut pas en appeler un autre normalement dans la clean architecture, etc. Mais grosso modo, il y a une autre feature presque qui démarre, c'est-à-dire le chargement d'exercice doit être refait pour inclure le nouvel exercice. Ok, ça marche. Ok. Ça, en gros, tu demandes à mettre à jour. Exactement. Ok, ça marche. Et ça, si je suis couplé à React, finalement, ça va être mon application React qui va faire un peu cette orchestration. Dire, ok, un exercice a été créé, je fais un nouvel appel. Ok. Là, ici, je l'inclus directement dans les use cases, comme ça, je peux le tester. Ok, ça marche. Et je sais que mon React, il crée l'exercice et après, tout se fait automatiquement. Tous les composants qui listent, ils sont mis à jour automatiquement. Ok, ça marche. C'est intéressant. On reviendra sur un point parce que tu utilises Redux, alors que beaucoup de personnes ont tendance à systématiquement, sans réfléchir, utiliser des libres comme React Query ou Apollo, qui utilisent du cache. Ils ont deux systèmes de cache différents, les deux, mais qui utilisent du cache. Et on a tendance à... Enfin, plus ça va, plus j'entends qu'il faut laisser Redux parce que c'est compliqué, c'est difficile. Moi, je suis pas du tout cet avis-là. Mais on en reparlera juste derrière. Mais je voulais juste mettre le point dessus pour les personnes qui se posent cette question. On en parlera juste après. Pourquoi Apollo? Pourquoi React Query? Pourquoi Redux? Pourquoi un autre type de storage? On verra les intérêts des uns et des autres par rapport à nos expériences respectives. Et puis, on vous laissera aussi réagir, vous, de votre côté. Si tu veux, on peut continuer à diguer. Et du coup, je démarre le chargement des exercices. Et pareil, en fait, là, je gère l'appel au repository de l'exercice. Si ça réussit, je balance mon événement. Si ça a échoué, je balance un autre événement. Et j'ai le résultat de mon try-catch. Bon, là, pareil, on fait du clean code. Il faudrait un petit peu séparer ça. Là, j'ai gardé tout dans le même bloc pour que ce soit un peu plus, pas simple à lire, mais en tout cas pour que la démo se fasse plus facilement. On ne juge pas. Très bien, David. Il n'y a pas de problème. Et si jamais mon exercice a échoué, la création de mon exercice, je balance un événement pour dire ça a échoué. Ok. Et ça, c'est pareil, c'est un poste de... On va revenir à lui, mais c'est un poste de Michael Zerat qui m'a fait prendre conscience de ça, me dire, ok, mais en fait, les événements Redux, ça décrit quelque chose qui vient de se passer. Tu peux la redire? J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. En gros, là, le fait de penser les actions Redux comme des événements, c'est pareil, ça a été... j'ai vu ça sur un post de Michael Zerat il y a quelques années, et ça a vraiment popé dans mon cerveau. Effectivement, un événement, ça décrit quelque chose qui vient de se passer. Ok. Et ça, souvent, on fait cette petite erreur avec Redux où les actions sont pas vues comme des événements. Alors que c'est un peu ce qu'ils sont. C'est des événements, il vient de se passer ça. D'accord, ok, donc, ça marche. Ils sont mis un petit peu avec un nom qui est au passé, quoi. D'accord, ok, ça marche. C'est hyper... Ok, top l'analogie. Top l'analogie, et tu fais bien mettre le doigt dessus parce que j'avais vu pas forcément que de Mickaël, mais sur d'autres... je crois que c'était Dan Abramov, il me semble, c'est le créateur de Redux, qui avait fait... où j'ai vu un long post où il parlait, en fait, où il expliquait qu'en fait, Redux était très mal compris. Pour beaucoup, très mal compris. Qu'en fait, il était vu un peu comme un sac de données. Alors que c'était pas du tout l'objectif. En fait, c'est un peu passé à côté de la puissance de ce qu'une structure de données pourrait t'offrir et considérer que c'est juste un sac de données alors que tu peux faire... Il y a toute une logique derrière, en fait. Il y a toute une mise en œuvre derrière qui fait que ok, ça devient, en fait, c'est pas un sac de données, c'est un flux, c'est une méthode, voilà. Ouais. Il y a pas mal de patterns que tu peux avoir. Ouais, carrément, c'est ça, en fait. Moi, la première fois que j'ai utilisé Redux, je l'ai pris comme vraiment un remplacement d'une autre lib de state. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai capté que c'était pas que ça. Redux, finalement, c'est effectivement un gestionnaire d'état, une sorte de base de données, on va dire, si on simplifie, avec un state tree, etc. Mais c'est aussi, finalement, presque un modèle pub-sub. Ouais, tu vois, qui déclenche, qui autorise quelque chose d'événementiel. Et après, maintenant, tu as en plus une injection de dépendance qui peut se faire grâce à Redux. En fait, ça permet plein de choses qu'une simple librairie de state comme The Stand ou Recoil. Ok.
sont juste une partie de Redux. Ok. Donc, c'est ce côté. Je connais pas The Stand, Jotai et Recall, je les connais pas. Je les ai jamais utilisés. Mais c'est vrai que je pense que il me semble que tu as à peu près le même système. Je sais pas, il me semble que tu as à peu près le même système où tu peux arriver à faire la même chose, en fait, quelque part. Mais je suis assez d'accord avec toi qu'on passe à côté, en fait, de l'essence du concept. Si tu veux, on peut diguer encore un petit peu. On pourrait. Yes. Donc là, on était dans le use case qui va dispatcher un ou plusieurs événements en fonction d'un appel de récupération de données. Et c'est là où on rentre dans la clean architecture finalement, parce que si on regarde le use case, lui, il n'est pas couplé directement à une implémentation du repository. C'est-à-dire qu'il ne fait pas directement l'appel au fetch, mais il utilise un repository qui est injecté, qui lui est juste une interface. Ok, est-ce qu'on peut regarder cette interface ? On peut regarder un petit peu l'interface du repository qui est injecté. En gros, c'est ça là. Ok. Donc c'est vraiment une interface comme dans le back en fait. C'est juste qu'en front, on a tendance à se dire il n'y a pas de repository, mais si c'est le fetch. Ou l'accès aux données du local storage, j'en sais rien. C'est juste qu'est-ce que je peux faire au niveau de mes données. Ok, top. Et ça, c'est géré par Redux, avec l'injection de dépendance du extra argument. Ok. Alors, tu peux revenir sur le code juste avant, j'aurais juste... Lequel tu veux ? Ouais, le dernier fichier dans lequel tu étais. Le root store. Ouais, juste regarder ça. Tu passes tes réducteurs, mineurs, exercice, repository. Ok, d'accord. Tu l'injectes un peu comme un middleware, un peu comme un contexte, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Donc là, on a le use case qui a fait son taf. Finalement, il a dispatché des événements en fonction de la création de l'exercice qui a réussi, qui n'a pas réussi, et qui a envoyé une orchestration, et derrière, qui est la récupération des exercices. Ok. Et ces événements, ils vont être finalement écoutés par un réduceur, un peu comme un subscriber. Ok. Ils vont être écoutés par le réduceur. À chaque fois qu'il y a un événement qui est dispatché, le réduceur va réagir. Et du coup, le réduceur, c'est lui qui va avoir la modification effective du state. Ok. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est un réduceur ? Un réduceur, ça va être une fonction qui va prendre un état global, qui est le state tree de Redux, et qui va modifier une partie. Et qui va renvoyer l'état. Ok. Il modifie la partie selon l'event qui a été trigger. Ouais. C'est bien ça. C'est ça, ouais. Ok. Dans le cadre de Redux. Alors, il la modifie par copie. Parce que Redux inclut comme React, tu vois, ces principes un petit peu d'immutabilité et tout ça. C'est ça, ouais. Donc, il me semble qu'ils ont des... je sais plus c'était quel lib qui te permet en fait de t'abstraire. C'est pas important, ouais, c'est Immer qui te permet de pouvoir de le faire. T'as l'impression de faire la mutabilité. Exactement. Et derrière, lui, il va prendre la responsabilité de créer un nouvel objet. Ouais, c'est ça. Okay. Ici, on le voit, on a l'impression qu'on mute directement le state. En vrai, c'est pas le cas. C'est juste que par le créateur réduceur, etc., il inclut directement Emerge.js. Donc, en fait, je fais de la mutation. Mais en fait, ce que ça fait derrière, c'est que ça fait une copie du state tree. Ça remplace juste... Ok. Top. Donc, mon réduceur, il va finalement agir comme un subscriber. Il va écouter les événements. Donc, là, j'utilise Reductung pour créer un réduceur de manière un peu plus simple. Ok. Il va écouter un événement et en fonction de l'événement, il va réagir pour modifier par copie, encore une fois, le state. Alors attends, j'aurais juste... Là, il fait quoi ? Alors tu vois, ok, réduceur, crête réduceur. Ok, d'accord, ça marche, ok. Donc là, on est vraiment dans les réduceurs. Ouais. Ok, c'est bon, je reconnais. Parce que moi, j'ai utilisé la version d'avant de Redux. Ouais. Avec les switch cases. Exactement, ouais. Donc là, je me mets dedans avec le builder. Ok, ouais, il y a un ça peu moins marche. de code, ouais, c'est plutôt pratique. Donc en fait, dans le add case à la ligne 11, l'exercice creation started, c'est l'event à laquelle il réagit. Exactement. Ensuite, il prend le state. Le state qu'il reçoit ici, c'est ce qu'il lui a injecté. Ouais. Et ensuite, il vient mettre à jour le state via le state statut, statut loading. En gros, il remet le statut à jour de la création de l'exercice. Ouais, ça, il fait son boulot de réduceur, quoi, ici. Ok, d'accord, ça marche. Et du coup, on voit que là, on crée l'exercice réduceur, il réagit à la création de l'exercice, à la création de l'exercice en cours, à la création de l'exercice effectif et à la création échouée. Ouais, je remets le doigt sur le naming au passé, un événement qui s'est passé, et je pense que c'est vraiment hyper intéressant. C'est agréable à lire en tout cas. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, là, j'ai vu le code une fois, là, je le re-regarde et tout, et le fait de mettre le nommer au passé comme ça donne c'est tellement important dans ce contexte-là que c'est hyper agréable, au moins on comprend vite. Ah ouais, c'est vraiment un game changer. Alors je sais pas pour vous, vous direz aussi de votre côté.
Mais je trouve ça hyper intéressant. Et moi, ça a débloqué tellement de trucs au niveau de ma compréhension de Redux et de ce qu'on pouvait en faire. D'accord, juste ce changement de naming, ça t'a permis de... Ah ouais. Comme quoi, c'est un petit déclic. Hein, comme ouais. Quoi. Ouais, c'est une histoire de déclic. Moi, c'est pas... Tu vois, Redux, ça va faire peut-être un peu plus de 6 mois que je m'y suis remis. Ok. Donc, tu vois, je me suis dit au départ, je l'ai repris parce qu'à l'époque, quand je l'avais utilisé comme une gestionnaire de state classique. Et j'étais là, c'est quoi ce boilerplate de l'espace? Parce que je comprenais pas l'utilité. Je me disais, c'est bon, local state, un peu de contexte API ou un peu d'autres choses si besoin, props drilling à la limite. Ouais. Et j'avais pas compris cette utilité-là. D'accord. Et là, il y a quelques mois, comme je dis, ça a fait pop, quoi. C'est remonté, ok. Donc mes réduceurs, ils agissent un peu comme des subscribers, ils réagissent à mes événements et ils modifient le state en fonction. En sachant que, tu vois, si on prend l'événement d'échec de création, il est écouté par mon réduceur create exercice, mais il peut être écouté par plusieurs réduceurs. C'est-à-dire que j'ai un système de notifs qui vient écouter aussi cet événement-là, par exemple. Donc exercice création failed, on est dans le même système de réduceur, hein, et qui, lui, va faire autre chose, va modifier le state pour ajouter une notif dans le state. D'accord. Donc si je récapitule, en fait, cet event-là, il peut être écouté par différents réduceurs. Des réduceurs, pareil, c'est comme un système de pub-sub, ce que tu disais tout à l'heure, qui vont être là, qui vont dire, OK, moi j'ai un événement, je réagis à l'événement, il peut se passer telle action derrière. Donc là, ça peut très bien... D'ailleurs, j'ai une question, peut-être beaucoup vont se poser cette question-là, quel réduceur va potentiellement venir mettre à jour l'état, ok. Est-ce que c'est à cet endroit-là potentiellement que tu pourrais faire des effets de bord autres qui pourraient être des effets de bord type call HTTP ou autre, ou tu les feras à d'autres endroits? Dans le réduceur? Dans le réduceur ou en dehors? Le réduceur, il me semble qu'il doit rester pur. Ouais, carrément. Il doit rester pur. Mais à quel niveau tu viendrais potentiellement, je sais pas, effectuer des effets de bord? Ça va être dans le use case. Hein. Dans le use case directement? Ouais, d'accord, tu ferais directement ici, tu ferais tous les effets de bord ici. D'accord, ok, ça marche. Tous mes appels externes, finalement, ils sont faits ici. D'accord, ok, ça marche. Je centralise vraiment mon cas d'usage. C'est très simple, c'est assez clair en vérité. Okay. En tout cas, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé au maximum de sortir la complexité induite par Redux, complexité physique des fichiers, et de faire en sorte qu'elle soit le plus simple et logique possible, quitte à renommer certains trucs de Redux pour qu'ils soient plus logiques, typiquement les actions, qui représentent à la fois finalement mes use cases dans le système pur de Redux, il représente à la fois mes use cases et à la fois mes events. Et j'ai renommé les actions qui sont dispatchées, qui sont des use cases, les non-use cases, et les actions qui sont dispatchées comme des events, je les nomme events. Ok. Comme ça j'ai un modèle dans ma tête qui est un peu plus simple à la lecture, tu vois, sur mes fichiers. D'accord, ça va être intéressant de voir après comment tu as testé ça. Je sais pas si tu as bien les tests. Carrément. Ce serait intéressant de voir comment tu as testé ça, comment ça se matérialise. Mais ok, let's go, on peut continuer. Donc du coup, j'ai mes différents réduceurs qui réagissent aux événements qui ont été faits, qui modifient le state. Et à partir de là, finalement, mon use case, il est terminé. Ma feature, elle a fait son taf, c'est-à-dire qu'elle a mon use case qui balance les événements ils sont écoutés, ils modifient le state. Mon UI n'a plus qu'à s'abonner au state pour finalement être rafraîchi. Pour se mettre à jour. Ouais. Ok. Donc mon UI, elle va être relativement simple. Et si on regarde ici, mon UI, par exemple, pour, je sais pas moi, créer un exercice. Alors, elle va être relativement simple. Elle va être relativement simple pour l'appel aux fonctionnalités métiers. Okay. Après, il va y avoir effectivement dans lui, il y a forcément du state local, c'est-à-dire, je sais pas moi, la valeur des inputs de formulaire, tout ça, qui est complètement décorrélé de la fonctionnalité métier, qui est liée à la librairie utilisée. Qui est liée en fait à l'état l'IHM sur le moment, en fait. Exactement. Ok, ça marche. Ouais. Et qui va différer selon si tu utilises Angular, React et de ça. Tu vas avoir des états locaux peut-être à gérer d'une manière ou d'une autre. Ok, ça marche. Donc, décorréler cela de Redux. Et donc, j'ai mon create exercice. Alors là, j'ai pris le choix de faire dans ma partie UI vraiment un composant qui fait que l'affichage. Ok. Pour rappel, on est en du React Native. Hein, c'est pour ça qu'on a on n'a pas les balises, enfin le JSX HTML assez classique. Et j'ai une sorte de view model. Alors, je suis pas sûr que le naming soit bon là, mais j'ai une sorte de view model qui vient faire tout le taf de mon composant et les balancer pour que mon composant consomme juste mon view model. Ok. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi quel est le rôle du view model dans ce cas-là? C'est vraiment de manière très très bateau. Ça va être d'avoir un composant, enfin une partie du composant qui gère que le JSX, donc le balisage, etc. Ok, que le HTML, le CSS, etc. Ouais. Et ça, c'est ta partie. Sachant que je suis nul, donc j'essaie de le limiter le plus possible, la partie HTML, CSS et vue, quoi. Et le view model qui, lui, va s'occuper plus
de dispatcher les actions, de gérer si j'ai besoin de faire X ou Y truc au clic sur un bouton pour afficher une librairie d'images, de photos, je sais pas quoi sur React Native, d'utiliser le routeur et tout ça. Donc là, dans cet endroit-là, ici, il n'y a pas du tout de composant qui appartient à l'IHM à cet endroit-là, de la vue. C'est couplé. C'est couplé, mais t'as pas de. Si tu étais dans une application React, tu n'aurais pas de HTML et là, tu n'as pas de composant. Donc ça veut dire que c'est un peu comme un hook. Mais j'ai vu qu'il commence par un use create exercice view model. En fait, c'est un hook qui va venir, qui va être un peu le point d'entrée. Le point d'entrée, qui va être un peu. Qui va agréger et apporter de la cohérence sur la feature parce que je vois que c'est un use create exercice view model. Et qui va pouvoir être utilisé à différents endroits si tu en as besoin, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, si je reprends mon petit schéma, mon composant, il va jamais interagir directement avec soit le use case, soit s'abonner au state. Il va passer par... bon, là, je l'ai pas effectivement pas mal utilisé, mais il va passer par un hook, en général. Ok, il va passer. Je sais pas si c'est une bonne idée ou quoi. Moi, j'ai pris l'habitude de fonctionner comme ça. Ça me permet de décorréler le truc, de faire un peu vraiment une séparation et que ma partie HTML ou vue native soit la plus simple possible, elle fasse juste du balisage. Quoi. D'accord, ok. Pour toi, c'est ok, mais pour moi, je pense que j'aurais peut-être fait pareil. Et c'est un choix, t'en as d'autres qui le feraient différemment. Ça dépend comment t'organises ton code plus haut, en vérité. Ouais. Il y en a qui vont, si tu utilises pas Redux ou quoi, dans ce hook, tu vas mettre vachement de logique liée au state. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Finalement, tu te retrouves avec un composant. Oui, ça peut être une raison valable, hein, totalement. Ouais. Ça peut être une raison valable, carrément. Donc là, si on voit handle submit, finalement, je récupère les données du formulaire. Tiens, petite virgule qui se trimballe. Je récupère les données du formulaire et j'appelle mon use case en lui passant les données. Ok. Bon, là, on voit qu'il y a certaines données qui sont un peu en dur parce que mon application est clairement pas finie. Ouais. Mais voilà. Mais là, c'est intéressant parce qu'on voit le dispatch. Et là, on est vraiment dans le hook React. On voit le dispatch. Et je t'avais fait la remarque la dernière fois. Donc là, c'est cette partie-là qui est exposée, en fait, aussi à la partie React. Donc on a quand même une partie de la libre de Redux. On a des traces de Redux côté UI quand même. Ouais, carrément. Okay. Alors effectivement, moi j'ai la clean architecture, donc toutes les dépendances vont vers l'intérieur, c'est-à-dire que lui appelle ma couche applicative qui appelle ma couche application qui appelle ma couche domaine. Par contre, effectivement, ma couche UI est pas décorrélée de la partie application. C'est-à-dire que je pourrais pas tester mon UI en isolation actuellement. Okay. Parce que c'est quelque chose que je fais pas à tort ou à raison, j'en sais rien. J'en ai jamais trop fait finalement du test sur ma partie vraiment UI, pure et dure. Mais si j'en avais besoin, effectivement, il faudrait que je fasse la partie primary adapter un peu plus la matérialisable. Pas forcément. Tu pourrais utiliser t'as des libres comme React Test Library qui te permettent de pouvoir faire des tests beaucoup plus haut niveau. Et en vérité, toi, aujourd'hui, là, tu peux très bien... En fait, ce qui est cool, parce que dans l'implémentation que j'avais fait au Meetup React Paris, tu sais, c'était je pourrais partager aussi le repo où ça rejoignait un peu ce que tu faisais, où à travers un provider, je passais des implémentations et tu allais consommer des use cases comme ça. Tu vois. Donc, ce qui est bien, c'est que tu peux consommer tes services. Par exemple, là, tu crées exercice, crée Toto, crée ce que tu veux. C'est cool. Donc, ça, tu peux vraiment les tester de manière agnostique. Et en fait, tu finis avec des tests simple à nommer et qui teste une seule chose. Tu finis pas avec je fais un appel à l'API qui fait ça, qui met à jour mon UI. Enfin, soit tu testes l'un, soit tu testes l'autre, ton service ou bien ton IHM. Et tu peux avoir des tests un peu plus haut niveau finalement. Et t'as beaucoup qui font pas de tests au niveau de l'UI pur, tu vois, qui vont tester que les services parce qu'ils considèrent que c'est pas assez critique. Surtout en début de projet. Ça peut être intéressant de pouvoir tester rapidement les services. Si tu testes driven, tu vois, ça va très très vite. Ton IHM, bon, tu t'en fiches. C'est pas que tu t'en fiches, mais c'est moins important. Et derrière, tu viens ajouter cette couche-là si tu considères que ça commence à devenir un peu... que ça bouge moins, que c'est plus stable. C'est exactement ça. Moi, mon UI, elle est hyper volatile. Encore une fois, en partie parce que c'est pas mon truc. Bon, déjà, je suis daltonien, etc. Donc le CSS, si tu veux. mais c'est hyper volatile. Du coup, pour l'instant, je vois pas l'intérêt de me dire, OK, est-ce que mon composant affiche actuellement ça ou ça? Aujourd'hui c'est ça, demain ça va changer, après-demain ça va changer. Donc pour l'instant j'ai pas fait ce pari-là, mais encore une fois c'est juste des compétences finalement que j'ai pas forcément dans la partie UI qui font que mon truc est trop volatile. D'accord, ok. Mais après là je pense qu'on rentre dans le monde des opinions en vérité parce que tu vas retrouver plein d'écoles et tu vois chacun aura sa petite sauce. Mais il faut être conscient que sur ce type d'architecture-là, si on utilise Redux, il y a des traces de Redux côté UI, c'est assumé et que c'est quelque chose qu'il faut assumer. Quoi. Ça respecte la clean parce que finalement toutes mes dépendances elles vont vers l'intérieur. Okay. C'est plutôt dans les modèles Onion, etc. où tu vas matérialiser de manière obligatoire ce primary adapter. En tout cas, c'est la compensation que j'en ai, qui est pas forcément obligatoire dans la clean tant que les dépendances, tu vois. Pointent vers l'intérieur. Ok. Et quand on parle de dépendances qui pointent vers l'intérieur, ce qu'on exprime,
juste pour éclaircir pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est que les composants, ce qu'on explique, c'est que les composants haut niveau en termes de valeur ne dépendent pas de composants plus bas niveau en termes de valeur. C'est-à-dire, voilà, la partie domaine, ça reste le corps de métier, ce qui nous ramène potentiellement de l'argent. Et l'IHM pourrait potentiellement être remplaçable, mais ça contribue pas. Ça peut contribuer de manière orthogonale au métier, mais c'est moins important en tout cas que la partie corps domaine qui sont les règles métier pures, quoi. C'est ça qu'on veut dire. Ouais, ça c'est le business, il fait ça, quoi. Lui, c'est juste une façon pour que l'utilisateur entre en relation avec ça, quoi. Ouais, qu'il consomme et qu'il n'y ait pas de dépendance, quoi. Ouais. Ok, on peut continuer à ticker. Et donc ma partie UI fait juste mon dispatch, elle crée l'exercice, et ensuite, une fois qu'elle a créé l'exercice, tout ce qui va être de la création effective, des changements d'état, ben finalement, comme on a vu, c'est mon use case qui les gère. Et mon UI, elle a juste fait, j'ai cliqué sur le bouton, ça appelle mon use case, mon état se modifie, et tous les composants ensuite tous les composants qui sont abonnés aux modifications de state qui ont été induites, ben, vont être rechargés ou autre. D'accord. Ce qui fait que mon UI, mon composant, il va pas faire cette orchestration-là. Alors que souvent, dans du React, on voit, je fais mon fetch, je fais un try-catch, si ça s'est mal passé, je viens ajouter mon toast. Si ça s'est mal passé pendant que j'ai ajouté mon toast, si ça s'est bien passé, je refais un appel fetch pour charger les exercices, mais vu que mes exercices sont partagés, dans ce cas-là, je les charge dans le state du provider, etc. Et c'est là où on a une complexité finalement qui vient rentrer en jeu et qui est... Mais c'est là où ça devient intéressant parce que là, on peut quand même pas opposer, mais mettre face à face les librairies type Raquery et Apollo. Et je pense il me semble que j'ai déjà vu des implémentations de CleanArchi avec Raquery, donc ça se fait. Donc ça ne veut pas dire que c'est de la faute de Raquery, mais dans l'implémentation, ça peut amener ce biais-là. Dans l'usage, en tout cas, c'est que tu sais, ces libres-là, elles te fournissent des dimensions comme loading, il te passe le state, l'erreur, tu vois, quand tu as fait le fetching, et finalement, tu as envie de rester tu te dis, j'ai déjà tout, en fait. Et finalement, tu vas commencer à tout gérer. Finalement, tu te retrouves avec des applications extrêmement couplées avec tous les effets de bord. Ouais. Tous les effets de bord. Et c'est là, en fait, tu te dis, je mets l'application, et c'est là où beaucoup de personnes se trompent entre extraire et découpler. C'est pas pareil. C'est pas parce que tu crées un hook que tu as extrait. En fait, tu as créé un hook, tu as juste déplacé la bouse à un niveau au-dessus ou dans un autre fichier, tu le vois moins. Mais finalement, tu finis toujours aussi couplé avec ta lib et finalement, tu finis avec des applications très complexes, en fait. Très complexes dans l'orchestration, très complexes à tester. Alors que là, c'est hyper intéressant parce que cette notion... Après, maintenant, voilà, c'est que cette notion de state, tu vois, l'erreur, enfin, que ce soit l'erreur, loading, la data, quand tu l'obtiens, etc., il faut que tu le gères toi-même, par contre. Oui, ça, il faut que tu le gères toi-même. Donc ça, c'est peut-être aussi, il faut être conscient de ça. Maintenant, il faut se poser la question, c'est quelle est la valeur ajoutée d'avoir une lib? Ça ne veut pas dire qu'il faut pas utiliser Raquery, Apollo ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon propos. C'est juste se poser la question de, est-ce qu'on peut faire différemment avec ce type de librairie-là? Il me semble que c'est faisable. Et pourquoi on fait ce choix-là? C'est-à-dire qu'est-ce que ça nous apporte? C'est comme... faire ce choix-là parce qu'on veut de l'optimistic UI de manière systématique, c'est pas tout le temps utile en vérité. Dans bien des cas, l'optimistic UI, c'est même rarement utile, tu vois. J'ai pas osé le dire, tu vois. Mais c'est même rarement utile d'avoir l'optimistic UI dans des applications en vérité, parce que le nombre d'applications qui a besoin d'avoir un cache côté client et d'être mis à jour et d'attendre genre 200 millièmes de seconde supplémentaires, genre pour beaucoup, c'est pas critique en vérité. C'est pas critique et donc voilà. Donc ouais, on peut essayer de continuer à diguer. Ce que je te propose, si là on allait au bout en fait du use case, on peut essayer de regarder la partie testing, parce que c'est vrai qu'on a parlé du client finalement applicatif, client côté vraiment business, React Native. On pourrait essayer de se poser la question un petit peu comment on atteint, enfin quel est l'intérêt d'un point de vue test. Donc ça veut dire on parle de maintenabilité de l'application, parce que d'avoir ce type d'architecture là, d'un point de vue test. Mais en fait là, j'ai présenté presque mon truc à l'envers. Parce qu'en fait, ce que je fais généralement, ça paraît que c'est un choix, hein, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire absolument ou quoi, moi en tout cas ça m'aide. C'est quand j'ai modélisé mon state machine, ce que je vais faire avant de développer quoi que ce soit, avant de développer mon use case, c'est que je vais implémenter, peut-être un peu trop zoomé là, je vais implémenter mes scénarios je vais décrire mes scénarios dans mon fichier de test. C'est-à-dire que je vais utiliser du TDD. Ok. Pour décrire mes scénarios attendus et vérifier si finalement j'arrive à matérialiser ça dans du code. Ok. Donc si on regarde mon fichier de test ici, donc, que je crée avant de créer mon use case, pour la création de l'exercice, il suit vraiment mes étapes que j'ai décrites dans mon state machine.
On a vraiment une corrélation 1-1 en fait entre les tests et les describes et ce que j'ai ici. Donc par exemple, là si je remonte, si je descends, pardon, je veux créer un exercice. Ok. Donc c'est mon use case de création d'exercice. J'ai ma partie arrange, vu que j'ai pas d'exercice de créer. Quand la création n'a pas encore démarré, le statut, il doit être en idle. Il ne doit pas y avoir d'erreur et la liste doit être empty. Finalement, c'est exactement la représentation test de mon state machine. Quand j'ai pas encore démarré ma création d'exercice, le statut doit être idle, il doit pas avoir d'erreur et il doit pas avoir de notif et il doit pas avoir de données dans ma liste d'exercices. Ok. Pareil ensuite, quand je démarre, dans ce cas-là, mon statut doit être en loading. Ok. Donc là, ce qui est intéressant, si on regarde bien, pour ceux qui ont déjà utilisé la librairie React Testing Hook Library, qui est une lib, je ne sais pas si tu es dans le jeu. En fait, c'est une librairie, React Testing Library, c'est une librairie, mais React Testing Hook Library, c'est une lib qui te permet de pouvoir tester tes hooks agnostiquement, distinctement de ton IHM. C'est-à-dire, en gros, tu vas prendre ton hook et tu ferais à peu près la même chose avec tes services. D'accord ? Mais du coup, couplé à React. Couplé à React, oui, parce que la lib, elle est couplée à React, donc tu peux tester, donc tu as des traces de React et tout. Et en fait, c'est l'équivalent, l'équivalent. C'est pas l'équivalent, mais en fait, c'est l'équivalent dans le sens où tu t'abstrais en fait de la partie UI. En fait, c'est que en fait, ici là, tu peux créer ton service, mais je crois que tu utilises Jest, il me semble. Ouais, carrément. Tu utilises Jest et tu peux créer juste ton service et tu te poses. Enfin, il y a aucun détail React, il y a aucun détail de vue et tu pourrais potentiellement avoir une autre application. Je pourrais potentiellement créer un CLI qui consommerait les mêmes tests, qui consommerait les mêmes use cases et il serait aussi testé en fait finalement. Ouais, okay. Carrément. C'est ça qu'on peut dire. Mais c'est j'en ai oublié une application React. Ouais, carrément, ou même juste rien du tout. Enfin rien du tout. Juste mes tests. Là actuellement, quand je développe, en fait, finalement, parfois je passe presque plusieurs jours à développer ma partie application, domaine, mon hexagone, mes fonctionnalités. Okay. Et j'ai pas ouvert mon navigateur. Ok. Parce que je viens de tester juste ici, je viens de tester que mes changements d'état se font, je viens de tester que je viens pas tester que mes changements d'état, je viens de tester que mes changements d'état se font, que quand je démarre mon use case, j'ai bien mon état qui est en chargement, quand c'est réussi, j'ai bien mon état qui est en réussi, quand c'est échoué, j'ai bien ma notification, et j'ai pas besoin de démarrer ma partie UI, j'ai pas besoin de démarrer mon navigateur parce que je suis en TDD et que mes tests me le valident. Ok. Est-ce que tu vas plus vite ? Alors j'ai deux questions parce que c'est important. Ça c'est vraiment parce qu'on va dire qu'est-ce qu'on y gagne finalement à faire ça, parce qu'on a parlé en fait de tout ce qu'on faisait, la manœuvre. Mais qu'est-ce que tu gagnes concrètement en termes de rapidité, de confidence, de confiance, de reliabilité plutôt, de niveau du code que tu sors. Ok. Ouais, peut-être ces deux sujets-là. Tu as juste en rapidité et confiance. Est-ce que l'accuracy de tes actions en fait, la précision de tes actions. Ouais. Je pense au niveau temps, c'est toujours hyper subjectif. Il y en a qui considèrent que tout ça, c'est un peu de overkill et que finalement, si tu fais directement tout dans React avec le local state et tout ça, tu vas plus vite. Ce qui est pas forcément faux parce que tu as moins de code à produire dès le début. Par contre, ce que tu gagnes, c'est que tu vas peut-être un tout petit peu plus vite au début, mais par contre, quand tu ajoutes des features, très rapidement, tu vas pouvoir vérifier que ce que tu as ajouté, ça va pas péter d'autres features. Ok, donc là, on parle de maintenabilité, quoi. Ouais. Clairement, en fait. En allant dans cette direction-là, tu crées quelque chose, tu crées un asset qui est maintenable dans le temps. En commençant différemment, tu vas vite, mais tu ne développes pas quelque chose, tu implémentes pas quelque chose de maintenable dans le temps, en fait. Ou moins maintenable, en tout cas. Moi, je dirais pas maintenable, je serais un peu plus radical, pour le coup, pour avoir déjà testé et goûté. Beaucoup moins maintenable, en tout cas. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, un an et demi, 2 ans, ça peut. Après, t'as des personnes qui arrivent très bien, qui connaissent qui sont à l'aise avec ce qu'ils ont développé, qui connaissent assez leur code base, même si elle n'est pas idéale, ils connaissent assez leur code base, mais le jour où ils partent, pour celui qui reprend derrière, là, pareil, c'est là où tout le sens du terme maintenable, c'est là où maintenable a tout son sens. Quoi. Ouais. Ce qui me dérange. Qui survit à ça, quoi. Ouais, carrément. Moi, ce qui me dérange avec le fait de tout coupler à React, c'est que ta logique métier, elle va être éclatée finalement. Tu en auras une partie en state local, tu en auras une partie dans ton provider parce que tu dis que c'était bon, tu en auras une partie qui va être transitée en proof drilling, tu en auras une partie qui sera dans recoil parce que tu as décidé à un moment donné d'ajouter recoil. Et tu n'auras jamais une vue d'ensemble de comment ton état de l'application est géré, quoi. Donc c'est impossible. Ok. Donc on a un state de notre application qui n'est juste pas testable parce que finalement tu dois tester toute ton application ou une grosse partie d'application pour pouvoir passer et traverser tes
tes règles métiers. Et c'est là en fait où les tests deviennent compliqués et c'est là où on teste pas. Ouais. C'est là où on teste plus. Et puis en plus, vu que tout est couplé, chaque fois que tu modifies un truc, t'es un peu comme ça parce que t'as l'impression que ça va tout faire péter. Là où moi, ce qui m'a permis finalement de faire exploser mon application 10 000 fois, de la restructurer, de la refactoriser, de faire des changements, de mettre des vertical slices au lieu des domaines, enfin au lieu des dossiers classiques, de la clean architecture, je l'aurais jamais fait. Ça, cette confiance-là dans ma refacto, si j'avais pas mes tests qui me disaient, OK, là, t'as pété ça. Tu vois, tandis que maintenant, vu que lui, en fait, il s'abonne juste à la couche application, mais avec 2 points d'entrée très les use cases et les sélecteurs, si je pète tout ça à l'intérieur que je refais, finalement, je verrai très vite si j'ai normalement mon use case, le nom n'aura pas bougé, le sélecteur non plus, mais tout le reste, je vais pouvoir l'éclater. Mon UI, il va pas bouger. En tout cas, c'est ce que j'y trouve. Mais je pense, encore une fois, après, je trouve que c'est pragmatique, il n'y a pas de règle absolue. Moi, je sais que le TDD, la clean architecture et ça convient bien à ma manière de réfléchir. Je pense que, comme on en a parlé une fois, mais je pense aussi que ça dépend juste. Il y en a peut-être certains qui vont avoir plus facilement une vue d'ensemble. Moi, j'aime bien compartimenter et du coup, ça me correspond bien. C'est intéressant, mais après, là, on parle à un niveau individuel, mais dans une équipe ou au niveau d'une organisation, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, est-ce que cette architecture-là n'est pas plus adaptée à une organisation, une équipe de 3-4 développeurs, tu vois, ou 3-4 squads, ou aussi il y a cette notion-là, parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup à ce qu'on aime, mais aussi à ce qu'il faut penser aussi à ce qui convient aux organisations. Il y a ça, et puis aussi le fait que, encore une fois, il faut que ça survive en fait, aux équipes, aux gens qui partent, qui restent. Aujourd'hui, on sait que des développeurs, en moyenne, ils restent 2 ans dans une boîte. Quand tu as développé un produit, si la courbe de développement a chuté déjà avant 2 ans, en général, tu as la courbe qui commence un peu à ralentir sur certains projets, pas sur tous, mais ça peut arriver. Mais s'il part et l'application ne survit pas ou ça devient compliqué, ça peut être létal pour certains projets quand on sait que le temps, c'est notre meilleur allié, quoi. Le temps, c'est l'argent, quoi. Mais là, c'est toujours... Là, il y a encore 2 points de vue. Tu peux te dire, OK, dans ce cas-là, on fait le truc le plus abordable possible, c'est-à-dire avec le moins de complexité, pas Redux, pas machin, parce que c'est trop complexe à appréhender. Forcément, tu as une courbe d'apprentissage. Et du coup, ça permet d'embarquer plus rapidement, éventuellement. En tout cas, tu peux avoir ce point de vue-là, ça permet d'embarquer plus facilement des devs juniors. Mais du coup, le code, il va être un peu foireux, plus compliqué. Et tu as le point de vue, non, on standardise Redux, tout le monde fonctionne de la même manière, le use case, machin, mais ça, c'est peut-être plus compliqué à trouver des devs. Donc, je pense, encore une fois, les 2 points de vue sont entendables pour moi. C'est ça. Après, à long terme, est-ce que c'est pas plus intéressant de passer par des devs qui maîtrisent, qui ont une certaine expérience, et finalement tu gagnes tout parce que tu as une application au début, tu perds pas de temps, au milieu tu perds pas de temps, à la fin tu gagnes du temps. C'est beaucoup plus facile à documenter. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout est beaucoup plus simple d'ailleurs. La documentation, la mise en œuvre, la formation des équipes, parce que quand tu as 3 personnes qui sont habituées ou 2 personnes qui sont habituées à une architecture, la 3e personne qui arrive, c'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, ceux qui nous regardent, ils vont pouvoir tester en regardant l'application, ils vont se dire de toute façon, OK, les use cases, le point d'entrée, il est là, il n'est pas ailleurs. OK, là, le principe de séparation of concern, il est totalement respecté, et c'est là où ça devient hyper intéressant. Et puis c'est toujours une question de monter en compétences. Si tu dis je veux monter en compétences, dans ce cas-là, effectivement, tu l'appréhendes relativement vite. Parce que moi, je te dis, Redux, il y a 6 mois, je l'utilisais pas vraiment. En tout cas, je l'avais utilisé que pour la partie state. Je suis hyper rapidement monté en compétence sur le truc, à implémenter le TD dans le front, ce que j'avais fait assez peu, ou voire jamais. Ça dépend de ta volonté derrière. Est-ce que tu veux monter en compétence? Est-ce que tu veux utiliser quelque chose que tu as toujours utilisé parce que c'est plus simple? Mais il y a cette partie-là aussi de se dire, tu peux monter en compétence facilement. Et c'est pas forcément parce que tu fais un truc plus complexe en apparence que c'est réellement plus complexe. Je sais pas si j'ai été clair. Oui, non, mais c'est clair. Non, c'était clair. Non, c'était très clair. Non, c'est très clair. Très, très clair. OK, sur la partie. Est-ce que ça te va? On avait programmé je sais pas si on avait autre chose à voir là tout de suite. Ça te va qu'on fasse une petite implémentation en live pour que... je pense que ça va être la cerise sur le gâteau pour qu'ils puissent... matérialiser un petit peu comment ça se... C'est quoi le flux, c'est quoi le flow de développement, que ça dépasse un peu la théorie. Ouais, carrément. Si ça te va. Mais ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est dans la partie suppression d'exercice. Donc on va pas faire une fonctionnalité de A à Z. Je te laisse te rapprocher un tout petit peu du micro. Autant pour moi. Ouais, c'est bon. On va pas faire une fonctionnalité de A à Z, sinon ça prendrait peut-être un petit peu trop de temps. Ouais, il nous reste 15-20 minutes. OK. On va devoir sauter quelques baby steps en TDD. Je vais me faire engueuler par les puristes du TDD, je pense. Non, pas de jugement ici. Mais grosso modo, dans ma partie sur la suppression d'exercice,
Si je zoome un peu, donc j'ai déjà fait mes tests et implémenté mes features et mes scénarios pour le cas où un exercice n'a pas encore démarré, une suppression n'a pas encore démarré, un cas où elle a démarré donc en chargement, un cas où ça a été réussi, et j'ai actuellement pas de fonctionnalité pour gérer le cas où ça a échoué. Ok, d'accord. Donc on va implémenter la feature, c'est si je crée la suppression d'un exercice échoue, je dois être capable de gérer l'erreur. Exactement. Ok. Et donc moi, ma méthode, ça va être d'abord de schématiser ça. Donc là, j'ai déjà mon schéma qui me dit, ok, si ça foire, voici ce que je veux attendre au niveau du state, donc ma modélisation. Et donc je vais matérialiser ça dans mon test. Ok. En TDD. Donc, je vais d'abord faire ma partie, isoler un petit peu mon test avec... voilà, Copilot va un peu m'aider, surtout que j'avais le code avant. Bah, si, pas de problème. Triche un peu. Grosso modo, je décris mon arrange. Vu que je veux supprimer un exercice, il faut forcément que j'en ai à supprimer. Ok. À l'intérieur, je vais pouvoir implémenter ma partie act, c'est-à-dire si je regarde les autres ici, c'est quand je supprime un exercice et que ça a échoué. Donc là, c'est mon scénario qui est ici, quand je supprime un exercice et que ça a échoué. Ok. Et on voit que j'utilise pas mal de descripts parce que ça me permet de décrire un peu, on peut faire un lien au BDD ou à TDD ou je sais pas, enfin ce qu'on veut. Mais du coup, ça me permet de vraiment faire une corrélation entre mon state machine, mon modélisation et mon test, ce qu'il attend d'un point de vue vraiment métier. Ok. Et là, du coup, je vais faire un premier test. Ici, on voit ici, j'ai pour la suppression réussie, quand ça a réussi, qu'est-ce que je veux tester. Ok. Quel veut être l'état de mon state. Et donc là, je vais faire mon test. Then the status to be error. Ok. Donc là, j'ai tous mes libellés qui sont en place. Il n'y a quasiment rien de technique. Chef de projet, je peux quasiment lire ça pour comprendre ce que mon test fait. Et là, en TDD, donc je vais commencer par faire un petit expect. Juste pour vérifier que mon test foire. Ok. Mon test foire, évidemment. Parce que du coup, forcément, il attend trop, il a pas le face. Là, je le fais passer juste pour vérifier que si je passe quelque chose qui existe, ça réussit. Ok, donc ça a fonctionné. Et là, maintenant, je vais pouvoir implémenter ma logique derrière. Donc, comme on a dit, je vais sauter quelques étapes en baby step. Ok. Sans toi à l'aise, il n'y a personne qui va te juger. Si, il y a plein de gens qui vont juger. Qui viennent. S'ils veulent te juger, qui viennent. Donc, ça, évidemment, je le ferai de manière un peu plus itérative. Là, je vais implémenter mon contexte pour le range. Donc, avoir mon test store, parce que je ne vais pas bosser je vais bosser sur un fake state, un fake store, qui a déjà des exercices que je vais pouvoir supprimer. Je récupère l'exercice créé. Alors, attendez, j'ai un problème de nommage. Je n'ai pas besoin ici. Pardon, non, c'est ça. Je récupère, c'est le problème de Copilot. Je récupère mes exercices. Sur l'exercice créé, voici celui que je vais vouloir supprimer. Ok. Même si là, j'en aurais pas forcément besoin parce que finalement, je vais pas avoir vu que ça va échouer, je vais pas vraiment supprimer d'exercice. Ok. Donc, quand la suppression de l'exercice échoue, et c'est là où je vais appeler mon use case. Donc, c'est mon act. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire mon before all. J'appelle mon use case. Donc, mon use case qui est mon Redux-Tunk. De la même manière que mon fichier de test, il bosse sur le même use case. J'appelle mon use case, je lui passe un ID à supprimer, mais je pourrais très bien lui passer un fake ID si ça ne changerait rien. Je lui passe la fonction dispatch. Je lui passe le state actuel sur lequel il va potentiellement bosser, même si mon use case, finalement, il n'utilise pas le state, c'est pas lui qui le gère. Et je lui passe un repository en fake, qui n'est pas celui-là, qui doit faire échouer finalement ma suppression. Ok, est-ce qu'on peut le regarder? On peut aller voir l'implémentation. Elle va être relativement simple, c'est vraiment... C'est le cauchemar du chef de projet. Tout qui échoue. Ok, il se revient. Ok, d'accord, ça marche. Ok. C'est intéressant parce que j'avais mis... C'est intéressant que tu utilises des fakes parce que sur la presse que j'avais fait, j'en ai parlé pas mal sur LinkedIn, où moi je mixais fake plus mock.
Ouais, ce que Ou tu disais. ouais, je mixais les fakes et mock parce qu'on peut se retrouver vite avec plusieurs fakes. Ça dépend du nombre de cas que tu as retesté. Il suffit que tu aies des cas un peu spéciaux. Ouais. Bah, tu vas te retrouver avec autant de fakes que de cas spéciaux ou bien des fakes complexes en interne parce qu'il va dire ouais, si je suis pas dans ce cas-là, je fais ça. Si je suis pas dans ce cas-là, je fais là. Ou sinon, autant de fakes. Ouais. Donc là, les mocks, je trouve que c'est intéressant d'avoir des fakes avec des implémentations moquées. Comme ça, dans ton test, bah, tu utilises ton fake et tu viens juste moquer au runtime en fait quand ton test se lance l'implémentation de celui-ci. Donc tu as tout l'intérêt, tu gardes ce côté inversion de dépendance et l'injection, d'accord et tu injectes au fait ton fake repository, mais avec une implémentation moquée dynamiquement. Et là, je trouve ça un trade-off, en tout cas que je trouve ça cool. Ouais, c'est pareil, je suis pas buté sur le truc. Dans mon cas actuel, sur une application relativement simple, les fakes me vont très bien parce que je trouve qu'ils se rapprochent le plus de mon implémentation réelle. Mais j'ai déjà utilisé des mocks. Enfin, je suis pas trop obtus sur le truc. Là, je trouve que ça me permet de bien. Mais c'est clair, mon truc. Ouais, c'est clair. Donc là, ce qui veut dire que mon use case, ici, quand il va faire la suppression, elle va foirer. Okay. Et on voit actuellement que le fait que ça échoue, c'est pas géré. Ok. D'accord, parce que j'ai pas de try catch ou j'ai pas de effect TS. Donc, ça échoue. Ok. Je vois qu'il y a un problème ici. Alors, en baby step, je verrai plus rapidement le green, red, etc. On a dit qu'on passait assez rapidement. Donc, ça échoue. Et je vais devoir gérer le cas. Tiens, d'ailleurs, j'ai sorti mon assert. Je vais me faire engueuler. Donc, ici, je vais vouloir gérer le cas où ça va être une erreur. Donc, mon expect qui devrait être déjà implémenté à cette étape-là, il n'est pas fait. Je récupère le statut avec mon sélecteur. Donc, on voit que mon test, finalement, il traverse plusieurs fichiers. Là où la définition communément admise des tests unitaires, c'est que c'est un test, un fichier. Ouais. Donc là, il traverse un test en mode social. Il va traverser mon use case. Il va traverser finalement, il va être appelé par mon réduceur parce que mon use case balance des événements et c'est mon réduceur qui va les écouter. Et il va récupérer le state modifié par le sélecteur. D'accord. Donc ton test unitaire traverse plusieurs classes. Exactement. Plusieurs modules. On peut appeler ça comme on veut. Ouais. Mais c'est pas le test d'une fonction. Non. C'est pas le test d'une fonction, c'est le test, ça traverse ça. Une unité de comportementale. Ouais, c'est ça, comportemental, exact. Ouais. Mais c'est ce que je faisais au départ, au tout début, quand j'ai commencé à apprendre les tests unitaires. J'étais là, ok, je teste une classe. Bon, ça marche mon test, mais je voulais pas refactoriser. Ouais, tu finis avec 1 million de tests déjà, et en plus de ça, tu as des implémentations qui sont pas importants. Tester en black box, c'est de te dire, voilà, moi je me focus sur le comportement et pas sur les détails d'implémentation, sur le comment. Mais ouais, surtout que ça fait l'effet inverse de ce qu'est censé faire un test unitaire. Un test unitaire, il est censé te donner la confiance dans la refacto. C'est ça. Là, un test unitaire, une classe, mais t'as pas envie de changer ta classe, que si tu la changes, ou si tu la sépares en deux, ton test y pète, du coup t'as 2 fois plus de taf. Ça n'a aucun, enfin, je vois pas l'intérêt. C'est quand on oublie que les tests c'est du code. Ouais, exactement. Les tests c'est du code. C'est un client. Donc ouais, mon test il traverse le use case en point d'entrée et récupère le sélecteur en sortie. Comme mon UI finalement. Yes. Donc là, il doit faire passer le statut, je vois mon sélecteur à, du coup on a dit error, okay, qui est pas géré, on voit que c'est pas géré, j'ai pas de système d'erreur. Et il le fait pas actuellement. Là, c'est pareil, Baby Step me permettrait d'avoir une gestion plus simple. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais gérer mon cas d'erreur. Donc, je vais aller dans mon delete en use case et je vais faire mon try catch. Donc, je vais faire mon try sur le scénario où ça réussit, enfin, où je fais ma suppression et je vais faire mon catch. On n'a pas vu le NI. Et je vais faire mon cas ici. Alors, Copilot est allez un peu trop vite en besogne. Enfin, si je vais le faire directement. Je fais mon cas où je balance un événement d'erreur et je lui passe en payload le message d'erreur. Moi, ce que je ferais là, par contre, là, c'est intéressant, c'est que le cas où où la délétion fonctionne, c'est testé. Ouais. Moi, je runnerais tous les tests. Tu vois, je runnerais tous les tests. Bah, je sais que là, on n'est pas dans un scénario, je sais que tu le ferais, etc. et tout, mais c'est juste pour ceux qui nous regardent, c'est que comme je bouge le code, enfin le module, je mettrai en watch vraiment toute la partie que je suis en train de modifier pour être certain que j'ai pas de régression et je suis averti tout de suite à ce moment-là, un espèce de filet de sécurité. Je fais évoluer mon truc. Mais carrément, je t'ai vu faire, je sais très bien que tu gères. Non, c'est pour ceux qui nous regardent. C'est ce que je fais aussi et du coup, ça me permettrait de faire émerger mes trucs au moment où mes autres tests pètent et du coup je suis en rouge sur les autres tests, là je remodifie mon truc parce que je pourrais faire un scénario en fait de test où je retourne uniquement une erreur sur mon statut, comme ça mon test fonctionne mais les autres pètent. Donc ouais, carrément en baby step on ferait plus ça. Donc je balance un événement pour dire ça a échoué et du coup je vais aller dans mon réduceur
qui doit être quelque part ici. Donc delete réduceur. Et je vais ajouter le cas où il y a ça a échoué. Donc là, j'ai fait une petite manip. Si ça, c'est loading foiled, c'est là où je me suis fait emballer par Copilot. C'est exercice. Deletion failed. OK. Donc je balance mon événement d'échec. Sauf que de cet événement, il n'existe pas encore. Pas encore, ouais. Donc je vais aller ici, dans mon event, ici. Ah, s'il existe, j'ai oublié de supprimer pour le TDD. Bon, on imagine qu'il n'existe pas. Ok. Du coup, à ce moment-là, je le crée. OK. Je le dispatch. Et je viens l'écouter dans mon réduceur. OK. Et je vais vouloir ici le mettre en erreur. Sauf que le statut erreur n'existe pas. Donc là, pareil, je ferai émerger ça en TDD avec des baby steps. OK. Avec mon statut. Je vais rajouter le fait que je vais avoir un state error. Un état potentiel error dans mon state. OK. Donc là, ici, on est bon. J'ai mon erreur ici qui est gérée. Mais du coup, normalement, je devrais être bon sur mon test. Tiens, ça foire. Alors. Ah. Oups. Pourquoi ça foire? Parce que j'ai un problème de syntaxe. Alors, qu'est-ce que j'ai sauté? Ah ouais, ici, c'est ce que j'ai. Je pensais que c'était l'IDE qui ramait, j'étais pas certain. Mais. Donc, j'ai mon before qui est fermé ici. OK. Et donc là, j'ai mon test qui a réussi. C'est-à-dire que j'ai testé avec mon use case le cas où le statut doit être en erreur. Je fais émerger normalement en TDD Baby Step le fait que quand je lui balance un repository qui retourne une erreur sur la suppression, ben, je récupère le statut avec un sélecteur pareil en TDD normalement qui renvoie une erreur. Et de là, j'ai implémenté mon premier scénario sur mon state machine qui va être, dans le cas où ça a échoué, j'ai mon statut qui est en erreur. D'accord, trop bien. Et à partir de ce moment-là, finalement, tu pourrais très bien, à ce moment-là, venir faire brancher, mettre un peu de colle côté client. Ouais, ça. Et dire, OK, voilà, je peux te donner en fait l'état du... Si jamais il y a une erreur, je suis capable de te donner son état. Exactement. OK, au moment de la délétion. Ouais. Et tu vas te mettre à jour comme j'aurais potentiellement pu décider. Et c'est là où on va aussi, du coup, on va pas le faire ici parce qu'on va être un peu court en temps, mais gérer tous les autres éléments, tu vois, de mon state machine, c'est-à-dire ça doit être une erreur, je dois stocker un message d'erreur dans le error, un peu comme useCarry, tu renvoies un peu les mêmes infos. Je crée une notif et je crée une notif. Donc un petit peu comme ce qui est fait un peu plus haut. Je sais pas, on est un peu juste en temps sur le reste? Non, on est très bien. Non, on a encore un petit peu de temps. Bah, du coup, on peut implémenter les autres règles, c'est-à-dire, donc, le statut doit être en erreur. Ici, qu'est-ce que je veux tester? Ça va être... je dois stocker on va tester directement la notif. Ça sera peut-être plus parlant. Je veux tester qu'une notif zen. OK. Et donc là, je vais vouloir tester qu'il y a bien une notif d'erreur qui va être mise. Sauf que là, la notif d'erreur, elle est gérée par un autre réduceur. Donc on a dit on n'avait pas ce mapping 1-1 entre l'event et le réduceur. Et donc, je vais pouvoir, bon, pareil, émerger normalement en baby step, mais là, émerger totalement avec Copilot. Je vais pouvoir, ce qui m'a bien fait le truc d'ailleurs, je vais pouvoir récupérer l'erreur avec, enfin la notif, la liste des notifs avec mon sélecteur du state des notifs. Ça va te balancer une notification pour te dire que ça a bien été, enfin, la suppression de l'exercice a échoué, quoi. Exactement. Donc là, je regarde si mon test, si je le fais runner, il va normalement échouer. OK, je vais faire runner les autres. Mais là, c'est intéressant et c'est important parce qu'en fait, ça remet en fait en lumière le fait de découpler en fait ton réduceur, enfin les events des réduceurs. Ouais. Tu vois. Carrément. Donc, tu peux avoir plusieurs réduceurs pour un event en fait. Ouais, exactement. Ça, c'est hyper important de le mettre en avant. Ouais, ça me permet de pouvoir. C'est là où tu pourras bénéficier vraiment de toute la puissance de Redux en fait.
Exactement. C'est là où... Enfin, de ce pattern-là, en fait, de cette architecture-là. C'est là où je trouve actuellement le Redux Toolkit, il induit parfois en erreur. Parce qu'il te permet, avec les create slices, de faire un couplage entre les événements, enfin les actions, et les réduceurs. Ouais, et du coup, tu es obligé de t'en abstraire. Donc finalement, moi, de Redux Toolkit, j'utilise assez peu de choses. Ok. Même le create slice, je l'utilise plus. J'utilise que le create action, le create réduceur, et c'est à peu près la partie tunk. Ok. C'est à peu près tout. Je te laisse te refocus. Désolé, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Ok. Là, il devrait échouer, tiens. Exercice suppression échoué. Est-ce que j'ai pas oublié de sortir la gestion? Il me semble qu'on l'a pas retiré tout à l'heure. Exercice. Deletion failed. Alors, donc j'ai bien ma récupération. Tu runnes bien mon test? Ouais, je crois. Delete. Ah ouais, c'est bon. J'ai bien. Ah non, il y a un quack. Il y a un quack ici, j'ai pas mon scénario qui a runné. Alors, pourquoi? Je vais avoir un problème de point virgule ou autre. Donc, describe one exercise deletion failed. J'ai mon before all. J'ai mon no wait dans le before all. Et oui, mon before all il est pas fermé. Ok, et lui, du coup, il a rien à faire là. Ok, ça devrait être beaucoup mieux. Il y avait du rouge encore en bas. Non, pas certain. Ouais, c'est normal. C'est bon. Ok. Donc là, j'ai bien mon statut qui est mis en erreur. Par contre, j'ai pas de notif. Enfin, j'ai pas de notif, pas dans le sens UI. Hein. Encore une fois, là, je parle des notifs, c'est-à-dire mon système a enregistré un message. Ok. Un message, ça peut être un succès, un warning ou autre, et après, je l'affiche comme je veux dans mon système, dans mon UI. Mais là, il enregistre un message. Donc, on voit que là, actuellement, c'est pas le cas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon réduceur. Tout le reste est déjà câblé. J'ai déjà mon use case qui balance mon événement. Je vais aller dans mon réduceur de notif. Pareil que tout à l'heure, on fait la même chose. Exactement. Ici, et je vais dire que j'ajoute un add case. Si exercice deletion failed, dans ce cas-là, je récupère ici l'action, parce que là, je vais avoir un payload, c'est-à-dire le message d'erreur, et je vais gérer le cas. Donc, c'est-à-dire, on voit que mon test, il est passé au vert. Ok, je push dans mon state. Alors, je push pas vraiment, encore une fois, ça se fait en copie avec Immer, mais je génère une notif en fonction du payload, c'est-à-dire suppression échouée. Échoué. D'accord, ok. Et donc là, j'ai mon métier qui est implémenté, j'ai plus qu'à câbler mon UI. Mais écoute, bravo pour la presta, parce que c'était pas évident de venir en live parler de ce sujet-là assez complexe, en vérité, où il faut quand même avoir une bonne expérience, une bonne expertise dans le domaine pour pouvoir en parler et en plus l'implémenter. Et en plus, avec toute la documentation que tu as générée en fait, pour le live, c'est vraiment. Je te remercie encore et je pense que ceux qui nous regardent pourront te remercier aussi. Est-ce que tu as un mot on arrive à la fin, il nous reste encore 10 minutes en vérité, on n'est pas pressé. Est-ce que y a un sujet que tu aimerais aborder autre ou corrélé en fait à ça? La Fiat Doblo, toujours pas. Fiat Doblo. Il a une Fiat Doblo à vendre en fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un multiple électrique. Oui, c'est intéressant. Mais ouais, ce serait intéressant d'avoir en fait avoir un retour de ceux qui nous ont regardé, de vous en fait, de nous dire un petit peu voilà c'est quoi vos expériences avec. Aussi faire cette comparaison et surtout pas opposer, mais se poser la question aujourd'hui. C'est vrai qu'on a tendance à aller tout de suite vers des outils comme des async state ou des async server state manager type Apollo, React qui peuvent être aussi très bien, hein, ok, dans certains cas. Mais pourquoi on fait ces choix-là, en fait? Si vous êtes en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles vous partirez vers ce type d'outils, là, en fait, je vois un vrai intérêt quand même à utiliser Redux. Parce que on peut aller très loin et souvent les applications, ça vit plus que 6 mois, très souvent en tout cas. Donc hyper intéressant. Pareil aussi, nous donner votre avis par rapport au niveau de complexité. Est-ce que vous avez perçu une grosse complexité? Nous dire aussi, est-ce que ça a été clair pour vous? Est-ce que le format vous a plu? Ça, c'est hyper important. Je sais pas si tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on peut te retrouver, David? Sur LinkedIn, alors je poste pas beaucoup sur LinkedIn. Peut-être quelque chose que je vais essayer de faire un peu plus. Ok. Donc sur LinkedIn, David Robert. Après, j'ai mon site web, mais je crois qu'il a pris un peu un coup de vieux. À l'époque, je faisais encore du CSS.
Et puis globalement voilà, hein, si vous avez Ok. des besoins là-dessus, n'hésitez pas à me N'hésitez contacter. pas. Et aussi, à côté de ça, tu donnes des cours. Exactement, Ouais, dans c'est les ça. écoles. Parler un peu de ta formation, ça peut être intéressant parce que c'est vrai que là, on a pu voir aussi cet aspect un peu. Ça se voit que tu as une grosse force enfin, t'as une grosse capacité à être pédagogue et à prendre le temps à trouver les bons mots pour expliquer des choses complexes. Et ça, je pense que c'est toujours agréable et c'est très, très recherché. Donc, me dire un peu, tu fais quoi toi en formation principalement aujourd'hui? Je bosse dans plusieurs types d'écoles. Alors, historiquement, c'était plutôt des CFA que je faisais quand je démarrais un peu plus, donc les centres de formation, où tu as des gens en reconversion, un peu comme finalement moi, toi, il y a plein de gens qui ont fait cette reconversion. Aujourd'hui, un peu moins. Et j'ai beaucoup d'écoles type école d'ingénierie, sur lesquelles je donne des cours. Alors, ça va des Bac plus 1 au Master 2. Ok. Et moi, ce que j'essaie d'appuyer, c'est plutôt c'est cette partie qui me plaît, la partie architecture, qualité, les tests, tous les liens avec l'agilité, etc. Donc j'essaie de pousser ça, mais je donne des cours un peu sur le JS, sur le PHP, et tout ça. Et c'est c'est super cool d'entendre ça parce que souvent on entend que dans les écoles les profs font pas l'affaire et là on se rend compte que finalement les formateurs plutôt ou les professionnels, parce que c'est les professionnels qui ne font pas l'affaire, parce que c'est vrai que toi tu as aussi une vie professionnelle avant et tu as une vie professionnelle pendant en plus parce qu'on te retrouve là, donc donc c'est assez incroyable, donc hyper cool. Mais écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à relayer, surtout abonnez-vous, c'est hyper important. La chaîne elle a besoin de ça, donc abonnez-vous si vous trouvez que c'est intéressant. Partagez également, surtout, et on essaiera de vous faire encore d'autres événements comme celui-ci où on essaiera de rentrer sur des sujets qui sont pas simples en fait à aborder juste à l'écrit ou juste à l'oral, où on a besoin un peu d'avoir d'action, de voir des personnes enfin mettre les mains dedans, comme on l'a fait aujourd'hui. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à bientôt. On se retrouve sur Situé in Shape. Ciao. Merci Mathieu.